L'actualité politique du jour, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Est-ce que l'on risque une crise alimentaire cet hiver? La sécheresse et ses conséquences, des pertes de récoltes. La France aura-t-elle encore assez d'agriculteurs à l'avenir? Autant de questions que nous allons voir ensemble. Marc Fesneau, la nouvelle vague de chaleur aujourd'hui dans le sud-ouest, des agriculteurs qui sont inquiets après un été de sécheresse. Il n'y a pas d'ailleurs que le sud-ouest. Est-ce qu'ils peuvent espérer la mise en place du régime de calamité agricole? Bien évidemment, puisque c'est un régime de droit commun, si je peux dire. Toute la question, c'est ce sur quoi on travaille, c'est d'accélérer les process, parce que dans un process de calamité agricole, pour l'année en cours, on serait plutôt sur un paiement en mars-avril. Et donc le travail que je suis en train de faire avec les services du ministère de l'Agriculture, avec les organisations agricoles, c'est de faire en sorte qu'on puisse beaucoup plus rapidement délivrer, une fois qu'on aura fait le constat. Parce que, par exemple, pour ce qui concerne les prairies, il faut attendre la 3e ou la 4e pousse pour savoir vraiment l'état des prairies. Et donc l'idée, c'est d'accélérer, parce que le sujet principal pour l'élevage, c'est un sujet de trésorerie. Parce qu'ils sont obligés d'appeler de la nourriture qui vient de l'extérieur pour leurs animaux. Beaucoup plus tôt que d'habitude. Normalement, c'est plutôt octobre, novembre ou décembre. Et là, ça arrive il y a déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois pour certains, malheureusement, un besoin d'alimentation qui viennent de l'extérieur, et donc il y a un sujet de trésorerie, c'est ça qu'on est en train de faire. Est-ce que vous avez déjà pu quantifier justement les pertes dues à la sécheresse dans leur globalité? Dans leur globalité, c'est difficile à date pour les raisons que je viens d'évoquer, mais on sait par exemple qu'en maïs, on perd 20% de la récolte, et en prairie, on perd 25% de la récolte, donc c'est quand même des éléments qui sont très tangibles et très visibles pour les agriculteurs. Est-ce qu'il faut revoir aussi le système assurantiel pour l'agriculture? Alors on est des défis climatiques. C'était un engagement du président de la République qui datait de l'an dernier. Il a réaffirmé cet engagement. On est en train d'y travailler pour que le 1er janvier, donc c'est demain, en moins d'un an quasiment, on aura profondément modifié le système assurantiel qui vise à faire quoi? Qu'à faire en sorte que beaucoup plus d'agriculteurs rentrent dans le système assurantiel. J'y reviendrai peut-être après, c'est pas le seul sujet, mais il me semble qu'on puisse couvrir les risques des agriculteurs beaucoup mieux. Il y a des secteurs où on est à 2, 3, 4% d'assurance, parce que le système assurantiel était trop élevé, donc on va subventionner l'assurance, et parce que l'attractivité n'était pas assez grande. Donc c'est ça sur lequel on travaille. On va passer d'un budget global de 300 millions par an à 600 millions par an, et ça permettra d'inciter beaucoup plus d'agriculteurs à rentrer dans le système assurantiel. Alors ça, le budget de 600 millions, c'est quoi précisément alors? C'est une subvention à l'assurance, et puis de faire en sorte, on va remplacer le système de calamité, mais quand ce n'est pas l'assurance qui peut prendre, que la solidarité nationale puisse se prendre. C'est une partie par les agriculteurs, les cotisations, une partie par l'État et l'Union européenne, et une partie par le régime assurantiel. Oui, parce que les agriculteurs, ils ne peuvent plus, ils sont déjà étranglés pour certains. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on subventionne l'assurance à des taux qui seront très élevés, puisqu'on sera autour de 70%. Et donc c'est bien ça l'objectif. Alors, ce que je dis aussi, c'est quand vous croisez les agriculteurs, vous comme moi, les agriculteurs, ils n'ont nulle intention de vivre simplement de la prime d'assurance, si je peux dire. Du fait que l'assurance vienne couvrir des risques, il faut aussi qu'on organise un système qui soit plus résistant, résilient, comme on dit maintenant, plus résistant aux aléas climatiques. Donc c'est le changement de pratique, le changement d'assolement, le travail sur les variétés, et puis troisième élément qui est un élément important pour moi, en tout cas pour les sujets de sécheresse, c'est la question de l'accès à l'eau. Oui, ça c'est vrai, c'était fondamental. On avait un agriculteur d'ailleurs en ligne tout à l'heure qui nous disait, est-ce qu'on risque de manquer de certains produits cet hiver? Alors, en quantité, nous avons la quantité de produits. D'ailleurs, pourquoi on a une quantité de produits? C'est bien de le rappeler, c'est parce que nous sommes une puissance qui parfois est exportatrice. Et par exemple sur le maïs, on est assez puissamment exportateur, donc on en aura assez pour nourrir. Le sujet principal, c'est un sujet d'accès, c'est-à-dire le prix. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse jouer la solidarité nationale. Et puis par ailleurs, ça revient à un deuxième sujet peut-être, c'est le sujet de la rémunération de tous les acteurs de la filière. Quand vous avez des acteurs qui ne sont pas rémunérés, il y a la marchandise, mais le fait de la transformer ou de la vendre leur fait perdre de l'argent. Et donc là, c'est un travail qu'il faut qu'on continue, en particulier avec la grande distribution au travers des Galim. Oui, c'est ça, la grande distribution, mais également les industriels qui transforment. Mais comment vous pouvez intervenir et peser aujourd'hui? C'est un débat d'opinion publique d'abord, et puis deux, c'est de faire respecter la loi Egalim. Quand il y a besoin, il y a des contrôles, ça s'appelle la DGCCRF, qui est là pour exercer les contrôles, puisque vous vous souvenez que Egalim, la version 2, portée par Julien de Normandie, mon prédécesseur, visait à faire en sorte qu'on parte du prix de matière pour construire le prix, et pas simplement le prix final. Au démarrage, on prenait le prix final, puis après on faisait descendre, donc on était déflationniste. Ça a produit ses effets au mois de mars, puisque pour la première fois depuis 10 ans, globalement,
les prix ont légèrement augmenté, sauf que c'est venu se percuter avec la guerre en Ukraine, et là les prix se sont envolés de les matières premières et de tas de choses, et donc là on a un dialogue qu'il faut qu'on renforce encore et qu'on continue d'avoir avec la transformation et la grande distribution pour qu'on rémunère les agriculteurs et qu'on rémunère l'ensemble des maillons de la chaîne. Oui, parce que La souveraineté, c'est une question, Oui. La souveraineté, c'est une question de rémunération de tous les acteurs de la filière. Aucun acteur économique ne peut durablement tenir son système s'il n'est pas rémunéré. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une question de souveraineté. Et donc, dans certains cas, parfois, il y a quelques produits qui manquent. Il manque parce que l'industriel ou l'agriculteur n'est pas rémunéré. Oui, c'est ça. Mais ce qui est complexe et quand même un peu paradoxal, c'est que évidemment les prix flambent, donc la grande distribution, elle a envie d'aider entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, mais les consommateurs avec des promotions, quoi. Mais ça peut être au détriment des agriculteurs. Il faut qu'on tienne les deux bouts, si je peux dire, de cette équation, c'est-à-dire d'essayer de tenir l'inflation. Alors, l'État met des choses sur la table. La prime à l'alimentation qui va être versée là ce mois-ci, 100 € par foyer plus 50 € par enfant, par personne à charge, ça permet d'alléger cette facture, et donc l'État fait sa part, la grande distribution doit aussi faire sa part, et tout le monde doit faire sa part. Et puis, comme consommateur et comme citoyen, au fond, on porte une clé quand on choisit un produit français. Parfois, c'est l'affaire d'1 ou 2 centimes. Alors, pour certains, c'est beaucoup déjà, hein, j'en ai tout à fait conscience, mais parfois, par ce geste-là, on assure notre souveraineté. Ouais. Il y avait la promesse d'un chèque alimentaire l'année dernière. Où en est-on ? Alors, il y a une première version, puisque d'une certaine façon, 100 € plus 50 € par personne au foyer, ça ressemble à quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais c'est pas le chèque alimentaire. Non, on est en train d'y travailler avec Jean-Christophe Combe, puisque c'est une question plutôt de solidarité. Donc, on est en train d'y travailler. C'est un sujet assez complexe, mais on est en train d'y travailler pour regarder ce qu'on pourra proposer. Quand au mois de novembre c'est au moment budgétaire que les choses commenceront à se caler. Voilà. Oui, c'est ça. Et il pourrait y avoir un chèque. En tout cas, l'idée n'est pas rejetée. L'idée n'est pas rejetée. Alors après, c'est quel type de produit, quel type de public, quel circuit de distribution. Est-ce qu'on passe pas... On passe par la grande distribution, on passe par les banques alimentaires compte tenu de la cible qui est choisie. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont devant nous. Vous estimez à peu près la population, le nombre de bénéficiaires ? Non, c'est pas encore calé de ce point de vue-là. Il faut qu'on regarde précisément l'objet du chèque alimentaire dans sa version qui avait été indiquée par la Convention citoyenne sur le climat, c'était de permettre à des gens qui n'ont pas accès d'accéder à une alimentation de qualité. Donc c'est la diversification des produits, et donc c'est comme ça qu'il faut le calibrer. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Souveraineté, est-ce que vous dites donc manger français ? Oui. Ça fait partie de l'acte citoyen pour ceux. Il n'y a pas de campagne de prévu, si ? Si, enfin on le fait globalement dans les médias. Après, il y a des règles. On est dans un marché ouvert, on est dans l'Union européenne, on vend des produits à l'extérieur de l'Union européenne. On peut indiquer que c'est français, et nous on indique l'idée que pour qu'on ait des produits français, il faut des producteurs français, et donc il faut acheter français. Il y a bien le Made in France. Il y a mais c'est ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on continue à faire parce que c'est un élément. Qu'est-ce que nous a révélé finalement la crise ukrainienne? Elle nous a révélé que l'alimentation, Monsieur Poutine en tout cas l'avait compris, c'est une arme. Et donc, si on veut être autonome, y compris autonome géopolitiquement, il faut qu'on soit en capacité d'avoir une agriculture forte. Et pour avoir une agriculture forte, il faut qu'elle ait sa capacité exportatrice, mais il faut d'abord qu'elle rémunère ses paysans dans son territoire. Et Marc Fesneau, est-ce que par exemple le chèque alimentaire pourrait être conditionné à ça, c'est-à-dire uniquement des produits français ? Juridiquement, ça n'est pas possible. Ah bah oui, mais alors vous pouvez... Le vin français, le porc français, les céréales françaises sortent de nos frontières. Si on commence à dire tous on fait ça, on revient en régime autarcique, et ça marche pas. Mais après qu'on ait un mécanisme d'incitation et au fond de prise de conscience collective sur l'idée qu'il faut acheter français, mais au-delà d'acheter français, il faut acheter français au bon prix. C'est-à-dire que faire en sorte que la rémunération soit au rendez-vous. Oui. Donc on a compris le message quand même aux distributeurs aussi. Là, oui, vous allez multiplier les contrôles. C'est un message de responsabilité parce qu'on ne peut pas se retrouver avec des distributeurs qui vous disent je ne sais pas si j'aurai du lait ou autre, et qui ne rémunèrent pas le lait. Il y a du lait, il y a des vaches pour produire du lait. Simplement, pour qu'elles puissent aller sur le marché, il faut qu'elles soient rémunérées, la matière. La France pourrait-elle manquer un jour d'agriculteurs ? Oui, c'est le risque. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu dire le président de la République en allant à Terre de Gym, qui est la grande rencontre des jeunes agriculteurs, c'est de faire en sorte qu'on réfléchisse. C'est près de la moitié des agriculteurs dans la dizaine d'années qui va être en situation de pouvoir partir à la retraite. Donc c'est une question de renouvellement de génération. On est à peu près à 300 000 là, c'est ça ? Un peu plus, presque 400. Mais la question, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on réussisse à installer des jeunes agriculteurs. Alors, dans les temps un peu plus anciens, on remplaçait ses parents. Souvent, c'était dans le cadre familial que ça se faisait.
Donc il faut qu'on aille chercher les jeunes qui sont issus du monde agricole, mais aussi des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ne sont pas issus du monde agricole. Et 2, il faut les installer sur des systèmes qui tiennent. Ouais. Premier élément pour qu'ils tiennent, c'est qu'il y ait de la rémunération. Deuxième élément, c'est d'avoir des installations en transition, c'est-à-dire que ce soit des installations qui puissent faire face aux grands défis qui sont ceux de demain, c'est le défi climatique et en particulier le défi du dérèglement climatique. On voit bien que les systèmes de production vont évoluer, donc il faut penser que les jeunes qu'on installe aujourd'hui, ils vivront dans le climat qu'on a vécu cet été, mais qui va se généraliser dans 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, il faut qu'on organise une transition qui leur permette de s'adapter à ça. Oui, mais les agriculteurs en ont marre aussi parce qu'ils disent qu'ils sont victimes d'un bashing, d'attaques en permanence, disant qu'ils sont responsables de tout, du dérèglement climatique, de la pollution des sols. Je comprends parfaitement et je partage parfaitement le sentiment parfois de désarroi qui crée beaucoup de mal-être. On va dire les choses comme elles sont, de ceux qui viennent à longueur de plateau. Énormément de suicides. Qui viennent absolument, et qui viennent à longueur de plateau donner des leçons. Je vais vous donner un seul exemple. Et tous ceux qui sont contre absolument toute forme de régulation hydraulique pour essayer d'atteindre de l'irrigation. En France, l'irrigation, c'est 5% des surfaces. Ouais. En Espagne, c'est 25%. Donc c'est marginal par rapport à bien d'autres pays. Si vous voulez que les fermes soient autonomes et qu'on n'ait pas besoin de faire venir du soja produit de la déforestation, il faut des protéines. Ouais. Ou du maïs. Si vous voulez des protéines ou du maïs, il faut de l'eau. Donc si on pouvait avoir des débats un peu construits sur ces sujets, Sandrine Rousseau, elle fait beaucoup de mal à l'agriculture. Oh, c'est pas à dominer, mais en tout cas des prises de position comme celle-là. Non, vous avez dit les gens en plateau, elle en fait partie parce que ce sont des prises de position où on vient juste montrer du doigt sans donner aucune solution et dire à des gens qui vivent mal de leur travail, qui travaillent beaucoup et qui sont face à des défis immenses, leur dire simplement il n'y a qu'à Faucon, c'est une insulte qui leur est faite. Et donc si on pouvait se mettre simplement autour de la table et dire on a un sujet sur l'eau, comment on essaie de la réguler, comment on essaie d'accéder à l'irrigation, on a un sujet de transition, comment on gère une transition et pas une rupture, ça serait bien. Bon, Fabien Roussel, lui, est plutôt votre ami quand il dit qu'il faut manger de la viande, du fromage, du vin, etc. Et en plus, ce week-end, il en rajoute avec la France au travail, plutôt que la gauche des allocations. Oui, alors je reconnais chez Fabien Roussel la volonté d'ouvrir un chemin que la gauche avait peut-être pas assez exploré. À vrai dire, et pourtant, ça n'est pas un ami politique, François Ruffin dit la même chose. La question, c'est de parler aux travailleurs. Ouais. C'est de parler à celles et ceux et de dire que l'émancipation elle passe aussi par le travail et qu'on peut pas se satisfaire d'une situation où on met les gens en situation de dépendance aux allocations. On les montre pas du doigt en faisant ça. On dit simplement que la voie c'est d'essayer d'aller vers le plein emploi et donc que ce débat soit posé à gauche parce qu'historiquement c'est là que ce débat se posait, qu'on travaille sur la meilleure qualité au travail des travailleurs, la meilleure rémunération, ça me paraît un bon chemin. Ouais. Dernière question, Marc Fesneau. Plusieurs maires refusent l'appel d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron de mettre les drapeaux en berne le jour des funérailles, notamment un maire dans votre région centre. Oui, à Bourges, autant que je me souvienne. Oui, compte tenu des défis qu'on a, non, je ne comprends pas quand on a, de ce point de vue-là, on a des relations très anciennes avec la Grande-Bretagne, parfois tumultueuses, politiquement ou sportivement d'ailleurs, mais que la reine d'Angleterre qui vient de disparaître puisse avoir un hommage par la mise en place de drapeaux en berne, je suis pas sûr que ça mérite une polémique, c'est pour ça que j'ai pas envie de la nourrir. Il est demandé cela au maire, ça ne me paraît pas un effort insurmontable. C'est une monarchie, respectons aussi, c'est pas parce que c'est une monarque et c'était une monarque qu'il faut en même temps ne pas respecter la personne et ce qu'elle a fait pour le Royaume-Uni. Donc, pas envie de rentrer dans ce genre de polémique. Quand vous voyez les enjeux qu'on a devant nous, ça me paraît assez vain comme polémique. Oui. Merci beaucoup, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.